Ils sont toujours là, nos invités Adam et Eric. La suite, c'est la fin, c'est le Togo. Le ministre Sani Yaya plaide pour la production locale. Le ministre togolais donc de l'économie et des finances, Sani Yaya, a appelé le mercredi 15 juin 2022 les opérateurs économiques togolais à privilégier la production locale. Il lançait cet appel à l'occasion de la deuxième réunion de l'année du cadre de concertation État-secteur privé tenu à Lomé. L'objectif, Eric Johnson, c'est pour juguler l'inflation dans le pays. Alors, euh, c'est vrai que aujourd'hui, le taux d'inflation est très élevé dans notre pays. On est passé de 5% en décembre 2021 à 5,5% en janvier. Au mois de mai, on était à 6,5% et en début juin, on est à 6,9%. Ce qui veut dire exactement que les prix flambent sur le marché. Alors, quand vous regardez, vous vous demandez, c'est à quel niveau les prix flambent. Nous avons nos produits de première nécessité qui constituent la grande consommation dans notre pays, qui ont qui ont vu leur prix pratiquement doubler, tripler sur le marché. Vous prenez les produits importés, là, encore, c'est une autre paire de manches. On fait des calculs sur la douane, sur les taxes, des impôts, la TVA, tout ce que vous voulez sur ces produits-là, et vous constatez que majoritairement, tous les prix ont pratiquement doublé sur le marché togolais. Lorsque vous allez au marché, l'État togolais a essayé de plafonner le prix de certains produits de première nécessité. Mais les commerçants vous disent clairement que les produits sur lesquels l'État a eu à faire des actions ne sont pas encore à leur niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fixe son prix à volonté. On, on ne respecte plus la réglementation existante. On dit, moi j'ai acheté mon produit à tel prix, j'ai payé le transport, je l'expose, si vous voulez vous acheter ou si vous ne voulez pas, vous retournez chez vous. Alors que nous parlons de produits de première nécessité, Ouais. ça veut dire que vous avez forcément besoin de ça, vous êtes obligé d'acheter. Le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances qui demande aux opérateurs économiques de produire davantage localement. Mais les opérateurs économiques vous disent qu'ils sont en difficulté. Surtout Alors, financière, difficulté financière. mais ça c'est clair. Il y a des sociétés qui, après la crise sanitaire, quand je dis après, c'est pas fini, hein, il faut le répéter, Oui. se retrouvent sur le carreau. Les gens vont forcément déposer des bilans. Malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, les gens sont en difficulté. Maintenant, comment produire localement pour que nous puissions diminuer le taux d'inflation? Si on veut réellement le faire, il faut forcément aider l'ensemble des structures nationales, c'est-à-dire des sociétés privées. Il faut les aider forcément.
Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous êtes opérateur économique, vous menez des activités, vous êtes obligé de travailler avec les banques. Et si vous avez déjà eu à faire des prêts, c'est le paiement qui constitue un vrai rouleau d'étranglement pour ces sociétés, pour ces structures-là. Maintenant, c'est vrai que l'État a demandé aux structures financières, les banques, les microfinances et tout ça, de ne pas être trop dur par rapport au recouvrement. Mais cela n'exclut pas les difficultés des sociétés parce que si vous êtes déjà en situation difficile de trésorerie et que vous êtes allé voir une banque qui vous a aidé, il faut rembourser pour pouvoir avoir d'autres prêts, pour pouvoir fonctionner. Parce que si vous êtes en état même de dépôt de bilan, je ne vois pas comment une banque peut-elle encore vous aider. Et donc, si on veut réellement que ces sociétés locales puissent véritablement aller dans la production locale, il faut forcément les aider. Il faut un flux de moyens financiers pour pouvoir remettre en selle toutes ces sociétés-là. Et ce que le ministre demande, c'est tout à fait normal. Vous savez, il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti, vous savez, après la Banque mondiale a fait ses journées portes ouvertes et tout ça. Quand vous lisez ce rapport dit clairement que nous avons du potentiel sur le plan agricole, mais nous n'exploitons pas suffisamment ces potentiels-là. Il faut les moyens pour pouvoir le faire. Et justement, moi, quand j'ai lu ce rapport, je me suis dit tout de suite que l'État togolais allait déclencher quand même quelque chose pour aider les producteurs locaux. C'est vrai qu'il y a une politique agricole qui se mène aujourd'hui avec la création des ZAP, des agropoles et tout ça. Oui, c'est très bien. Mais maintenant, de quelle manière les investisseurs locaux peuvent intervenir dans tout ça pour pouvoir aider l'État de définir cela et diminuer l'inflation dans le pays. Alors, Adam, l'officiel fonde son appel sur les impacts négatifs de la guerre en Ukraine sur les pays africains, notamment la flambée des prix de première nécessité. Oui, comme Eric l'a dit tout à l'heure, ce qu'il dit est très cool, mais il faut quand même aider pour aider les gens pour qu'ils puissent aller à la production locale. Voilà un sujet plus léger après avoir passé le temps à parler de nos drames, mais qui est l'épicentre en réalité de toutes ces hostilités que nous connaissons. Et d'ailleurs même qui est à l'avant-garde même de ces crises-là que nous vivons. Malheureusement, c'est de nous poser la question de savoir. D'ailleurs même, il faut partir du principe que le monde ne développe et n'évolue qu'avec des crises. Vous ne pouvez pas parler de développement sans parler de crise. C'est une mauvaise planification. Et je pense que cela n'a pas échappé quand même à nos gouvernants. Malheureusement, nous n'avons pas mis en place des politiques qui puissent donc anticiper sur ces crises-là à venir. Je parlais tantôt de l'échec de nos politiques communautaires. Et ces échecs-là se sont davantage exprimés avec naturellement ces crises, ces dernières crises que nous avions connues. La guerre en Ukraine. Voilà, la guerre en Ukraine. Il y a eu la Covid-19. Covid-19, vous allez constater que à partir du moment où nous avons parlé crise, chaque pays s'est recroquevillé sur lui-même. Et ça a exacerbé davantage les difficultés entre les pays. Parce que, vous savez, les échanges commerciaux entre nous, les pays d'abord africains, est très essentiel. On n'a pas tendance à pouvoir l'évaluer à la hauteur des souhaits et pouvoir planifier les apports que ces politiques-là essaient donc d'impacter les populations. Nous avons toujours tendance à pouvoir les orienter sur les politiques extérieures. C'est pourquoi d'ailleurs même, je salue au passage une politique ambitieuse prise par le ministre du Commerce, je veux parler d'ADJ, qui a compris qu'aujourd'hui, on ne peut plus, par exemple, par le passé, on avait dans son département ministériel 2 directeurs, l'autre qui s'occupe du commerce extérieur et l'autre qui s'occupe du commerce intérieur. On fait par exemple le soja.
et que nous consommons, nous sommes en commerce intérieur. À partir du moment où ce soja-là est en train d'être commercial, on parle du commerce extérieur. Or, il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc aujourd'hui, qui a mis en place seulement une direction générale du commerce. Voilà autant de politiques qu'il faut apprécier et qui, de mon point de vue, nous amène aujourd'hui à dire que nous avons des dirigeants qui ont commencé déjà par penser quelque chose. Parce qu'on ne peut pas parler, parce que ce qui arrive de l'extérieur, on a une politique pour ça. Or, au même moment, nous créons de ces politiques-là pour réellement... À mon avis, cette direction-là aura une très lourde charge. Non, on aurait des lourdes charges, mais qui soit donc bénéfique pour la simple raison. Et vous pensez qu'il y aura de l'impact sur la décision du ministre? Tout à fait, tout à fait. Mais il est parti d'un constat. Et comme je le disais tantôt, parlant donc de l'échelle de cette politique communautaire-là, nous avons la Covid où les gens pratiquement, il y avait des restrictions, où les gens pratiquement étaient restés à la maison. On devait anticiper en sachant pertinemment que nous allons avoir une crise économique liée d'abord à la crise de la Covid-19. On a tendance à pouvoir ovationner la crise ukrainienne avec, comme étant le statut principal qui amène donc cette crise-là. Mais cette crise-là est beaucoup plus vue au niveau de la Covid-19 qui a dressé pratiquement le lit pour qu'on arrive à cette politique économique-là. C'est vrai que certains ont tendance à pouvoir l'occulter, mais je vous dis sincèrement que plusieurs études l'ont démontré que c'est la crise de Covid-19 qui nous a rattrapés. Or, par le passé, je pense que lorsque nous avons des politiques de planification qui nous permettent d'anticiper dans le temps, il faudrait directement qu'on puisse accentuer cette politique de pouvoir amener, lorsque vous prenez que ce soit avant le PND, nous avons connu voilà. Au niveau des ministères, surtout prenez au niveau du ministère de l'Agriculture, je vous dis, ni l'argent, ni les projets n'ont manqué pour impacter en réalité. Nous ne devons pas être à ce stade-là. Sauf que l'argent est débloqué, il n'y a pas de garde-fou. Certains en ont fait ce qu'ils en veulent. Et lorsque vous allez sur le terrain, vous n'avez pas d'impact. Vous ne voyez absolument rien. Il n'y a pas d'impact. Lorsqu'on vous dira que voilà, le Togo a fait si on a importé des produits pour aider les autres, là, au même moment, vous savez que vous avez des populations qui souffrent et qui n'ont pas le moyen de pouvoir acheter ce produit-là qui est exporté ailleurs. Donc, c'est une politique seulement qui est théorique et dans la pratique, elle n'existe que de nom. Donc, je me dis aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse tirer le leçon du passé et faire en sorte qu'aujourd'hui, lorsque nous avons des planifications, et d'ailleurs, c'est à justice que le gouvernement est passé du PND et a constaté que le PND était affecté par la crise de Covid-19. On a mis en place la feuille de route du gouvernement pour remodeler et revoir un peu cette politique liée donc au PND pour impacter davantage les populations. Et je pense qu'à l'avenir, on peut plus injecter des milliards, 600 milliards pour des projets et attendre que voilà, on vienne nous donner seulement des résultats théoriques. Et lorsque vous allez sur le terrain, vous n'avez rien. Il faut que ça cesse. Alors, Eric Johnson, vous pensez que dans cette volonté affichée d'équilibrer ou bien de préserver l'équilibre macroéconomique ainsi que la résilience sociale, il faut seulement des moyens financiers ou bien il y a d'autres moyens également à ingurgiter dans le plan d'action? Non, mais quand je parle de moyens financiers, aujourd'hui, quand vous voyez la majorité des structures, vous savez, l'État a essayé quand même d'orienter le secteur de l'éducation vers l'auto-emploi à la fin de cursus pour les apprenants. Donc, quand vous finissez vos études, vous n'allez pas forcément attendre l'État pour vous prendre et que... Non, on est en train d'amener les gens vers l'auto-emploi. Déjà, c'est un point capital pour les structures qui sont créées. Quand je parle d'argent, c'est que les gens ont déjà en place leur structure. Quand le ministre parle de production locale, c'est qu'il estime que les structures sont déjà là. Il suffit, quand vous êtes dans le commerce extérieur, comme Adam disait tout à l'heure, quand vous êtes dans le commerce, dans l'exportation, vous avez l'habitude d'exporter, par exemple, les produits de rente, et que vous investissez
dans cela, aujourd'hui, le ministre vous demande, par rapport à l'inflation, de continuer quand même ce que vous avez l'habitude de faire, mais d'investir aussi dans la production locale. C'est-à-dire, vous allez peut-être permettre à vos, enfin, comment je peux dire, à vos partenaires agricoles de pouvoir produire aussi localement pour pouvoir augmenter quand même la production. Et donc, c'est ce qu'on demande. Ou carrément de changer de type de production. La production locale. Les gens ne vont pas, par exemple, abandonner totalement ce qu'ils ont l'habitude de faire pour aller vers la production locale. C'est une étape propodétique. Oui. Et donc, je crois que pour faire ça, on a besoin de moyens financiers. C'est pour ça que j'insistais sur l'appui ou l'apport de l'État, surtout financier, pour aider les structures déjà existantes à aller vers la production locale. Alors, et imagine-toi, aujourd'hui, vous savez, nous importons 95% de notre consommation de volaille. Ça veut dire que localement, on ne produit que 5% pour le marché. C'est-à-dire, il y a la demande et il y a l'offre. La production locale fait 5%. Donc, les 95%, nous les trouvons où? Nous les importons. Et donc, ce que demande le ministre, c'est d'orienter quand même nos productions vers cela. Si des gens peuvent se retrouver, se regrouper pour créer, par exemple, des fermes avicoles, et ça va augmenter la production locale. Cependant, pour le faire, les gens ont besoin de la technicité. Il faut prendre de véritables vétérinaires pour surveiller cette production de volaille. Il faut des moyens techniques. Il faut tout ça. Oui. Mais le tout se résume à quoi? Aux moyens financiers, c'est clair. Selon vous, Adam, de mars à juin, qu'est-ce qui a été fait puisque cet appel du ministre Sani Yaya vient en appui à celui de la chef du gouvernement, Vidogbe, qui déjà en mars dernier, lors de la première réunion de concertation État-secteur privé, a encouragé les opérateurs économiques à produire et à transformer les produits locaux? Non, c'est juste des rappels parce que ces politiques-là ne datent pas de mars. Je venais de le dire tantôt que en matière de planification, ce qui concerne dans ces politiques-là, vous prenez pratiquement les projets et programmes que nous avions en 10 long. Sauf que la surveillance pour véritablement mesurer l'impact de ces politiques-là sur l'économie et sur les populations n'est pas prouvée. C'est en cela qu'il faudrait quand même que ces rencontres-là puissent advenir régulièrement pour rappeler donc ce secteur privé-là qui est à l'avant-garde donc de cette politique-là pour qu'elle puisse donc la prendre à bras le corps et dire que voilà, le gouvernement a aujourd'hui leur regardant sur cette politique-là. Sinon, il y a pratiquement rien de nouveau. C'est justement pour les interpeller d'accentuer ce qui se faisait peut-être d'une manière modeste puisse donc être accentué et qu'aujourd'hui, on se dise qu'il faudrait quand même qu'on ait une politique très ambitieuse qui va au-delà. Aujourd'hui, on ne va pas seulement se limiter. C'est vrai que je pense que la semaine dernière, ou pratiquement ici, où personne nous disait lorsque vous prenez l'avion, vous arrivez, vous ne constaterez pas qu'on a pratiquement des milliers d'hectares de production qu'on parle comme en Côte d'Ivoire. Vous allez, vous quittez la frontière, des kilomètres, des centaines de kilomètres, ce sont des palmeraies que vous verrez. Arrivé ailleurs, vous verrez que voilà, c'est des bananes, plantains, etc. Nous n'avons pas ces politiques-là chez nous. Et il faudrait quand même que le gouvernement puisse davantage prendre conscience, dire que voilà, nous voulons investir. Et il faudrait quand même qu'il y ait donc un accompagnement. Si tel est que le secteur privé, qui est pour la plupart étant sollicité pour mener à bien ces politiques-là, et je pense que beaucoup d'entre eux en tirent également meilleur profit, il faudrait quand même que
que ce soit au niveau des moyens financiers, puis s'ils en ont, mais réellement que cette politique-là puisse être exprimée au niveau du gouvernement pour impacter la population. C'est en cela que, d'une manière récurrente, on essaie un peu de leur rappeler, surtout dans ce cadre-là, qui est beaucoup plus souhaité lorsque vous prenez ces pays-là, que nous citons en modèle, ce sont quand même ces partenariats, secteur public-privé, puisque le partenariat, c'est une puissante arme qu'il faudrait pas perdre dans un pays, et c'est elle qui booste, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de l'impact économique. Lorsque vous perdez le fil avec le secteur privé, surtout le patronat, vous perdez pratiquement tout. Et donc aujourd'hui, le gouvernement a pris conscience et veut être beaucoup plus regardant sur ces politiques-là. C'est ce qui conduit donc à ces rappels. Moi, je les rappelle parce que les politiques, en ce sens-là, sont légion. Je veux juste ajouter un petit truc. La chef du gouvernement, Madame Victoire Tobega Dogbé, justement, a fait une visite à une structure de fabrication de pain à base de manioc. Vous savez, cette structure-là existait depuis pratiquement 3 ans, je ne sais pas. Mais, non, même plus, hein? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, on est passé de l'étape de recherche pour voir si effectivement on peut utiliser le manioc pour fabriquer du pain. Alors, si on le fait, combien de temps ça peut mettre sur le marché pour ne pas être acheté après? Après ces étapes-là, on veut fabriquer en grande quantité. Derrière, il faut une étude pour voir au niveau de la consommation. Parce que le pain à base de blé, c'est l'habituel pour nous tous. Lorsque vous mettez ce pain-là dans votre bouche, est-ce que vous avez la même texture, par exemple? Est-ce que vous avez le même goût? Est-ce que vous vous sentez bien en l'utilisant pour manger tout ce que vous avez l'habitude de manger avec? Ce pain à base de manioc. Maintenant, on est arrivé à un niveau où le producteur dit, OK, je peux maintenant fabriquer ce pain-là et le commercialiser. Donc, il faut l'aider. Mais il met le pain, les gens ne connaissent pas. Donc, les gens ne vont pas vers ce pain-là. Les gens continuent par utiliser le pain à base de blé. Mais ce n'est pas encore entré dans les habitudes. Dans les habitudes. Ça Maintenant, va venir avec le temps. Quand la chef du gouvernement est allée visiter cette unité de production, avec le ministre du Commerce, avec le ministre du Développement à la base et d'autres collaborateurs, ils ont tous goûté ce pain, mais ils ont loué ce pain-là. La qualité surtout. La qualité. Ils ont parlé en bien de ce pain. Mais qu'est-ce qui doit se passer logiquement? Ce monsieur n'a pas les moyens pour faire une production à grande échelle. Il lui faut des machines, il lui faut les intrants. Il faut qu'il forme aussi les gens. Mais de toutes les façons, il y a tout un processus. Et donc, si ce monsieur-là n'est pas poussé, parce que les banques dans nos pays ne prennent pas beaucoup de risques par rapport surtout à ce qui concerne l'agriculture. Nous n'avons plus de banque agricole. Il y avait la CNCA qui était là pour aider ceux qui veulent produire, etc., dans le domaine agricole. Mais ça n'existe plus. Et donc, les banques ne réagissent pas très vite par rapport à tout ce qui concerne les productions agricoles, etc. Et donc, ce monsieur-là a besoin d'être poussé. Qui doit le faire? C'est le gouvernement. C'est pour ça que je dis, par rapport à ce que Adam disait, il faut forcément un processus pour pouvoir aider ces productions locales-là pour que nous puissions sortir, juguler l'inflation, comme le titre de notre thème. Adam, encore quelque chose, on passe au carton, nous sommes presque au terminus. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est justement, c'est vrai, il a parlé du goût lorsque vous prenez le gouvernement qui va goûter
à ces productions-là, ça m'étonnerait très fort que le gouvernement puisse dire, ou pratiquement surtout à sa tête, Madame la Première ministre, pour qu'on puisse dire que voilà, ce n'est pas de bonne qualité ou de mauvais goût. Mais vous savez, c'est vrai, la politique d'encourager la consommation locale, tout le monde la partage pratiquement. Mais à un moment, moi, je me dis, il faudrait quand même que ces gens-là, qui font des efforts pour nous créer, disons, ces produits-là, fassent également des efforts pour faire en sorte que, puisque de toutes les façons, ça ne va jamais être décrété. De toutes les façons, moi, je vous dis, depuis qu'on a instauré cette politique de consommer local, ou pratiquement lorsque vous faites des sorties, des grandes conférences, on exige. Je pense qu'avec le ministre Adédié, c'est une exigence où on trouve des produits, des productions locales sur la table. Il y avait de ces pains-là. Moi, j'ai plusieurs fois vu ça au niveau de l'hôtel 2 février, où pratiquement c'était un désintéressement total. Les gens ruaient pratiquement vers l'autre pain. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, on l'encourage, mais au même moment, continuer par scruter d'autres moyens pour faire en sorte que cela puisse d'abord capter et maintenir le consommateur que de pouvoir rester à pouvoir l'imposer. On ne peut jamais imposer la consommation locale. Continuons par rechercher, on trouvera les créneaux, les meilleurs créneaux pour donc captiver ce ressentiment au niveau de la population. Adam Adjorno, votre carton, c'est... J'aurais bien voulu avoir 2 cartons et oui. Non, allez-y. Bon, ok, Vos d'accord, cartons, merci. finalement. Voilà. J'ai d'abord un carton vert pour un certain nombre de microfinances qui nous ont révélé véritablement, au-delà de ce que nous disons, qui ont accompagné, disons, des jeunes producteurs qui ont des difficultés aujourd'hui à rembourser, mais ne sont plus au temps de la chicotte où carrément on bousculait. On a compris que nous sommes en face d'une crise, donc carton vert à tous ces microfinances-là. Mon deuxième carton, je le disais tantôt, je l'adresse au ministre Adédié, qui a eu l'ingéniosité de pouvoir mettre en place cette direction-là pour responsabiliser non seulement ses collaborateurs, mais faire en sorte que nous ayons un seul répondant devant un fait donné. Puisque je le disais tantôt, on ne peut pas, au même moment, lorsque nous consommons la banane au niveau interne, on se dit, nous sommes en consommation locale, mais lorsque nous l'importons, nous sommes en consommation extérieure. Et lorsque nous avons des techniciens qui sont formés pour le même produit, lorsque vous sortez de là, vous avez de même 2 conseillers. Cela fausse un peu les donnes. Donc je pense qu'il faudrait quand même ce carton vert là, je lui adresse pour l'encourager à continuer. Eric Johnson. Merci. Je crois que je vais passer. Tout simplement parce que j'avais pas préparé de carton. De carton. Mais bon, le carton vert peut aller quand même à certains confrères qui ont eu à faire des exploits. Je parle des jeunes Didier Assogba qui vient de sortir un album. Ouais. Il est devenu journaliste, artiste. Oui, et journaliste, artiste. Pasteur, il faut le dire. Ah, oui. Un coucou à Didier. Et voilà, c'est un petit carton vert pour lui. Merci beaucoup à vous, Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à Eric Johnson. Vous êtes toujours avec nous. Vous êtes directeur de publication de l'Union. Merci également à vous. Vous êtes nombreux à nous suivre du Cap au Caire, d'Addis Abeba à Dakar. Nous sommes suivis également en Asie, en Europe et aux États-Unis. Merci surtout pour vos remarques. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À bientôt.